The Pearls of Candice Fuego. Of Candice Fuego. Hello everybody, this is Candice from the Pearls of Candice Fuego Show. Vous pouvez voir que maintenant nous avons une personne que vous avez probablement connue personnellement en tant qu'ami, en tant que père de famille, en tant qu'entrepreneur ou autre. Et pour d'autres personnes, vous avez dû le connaître via les nouvelles, dû à une situation qui a été causée il y a quelques jours. Mais en premier lieu, l'intervention primaire de cette entrevue, c'est pour nous renseigner davantage en tant que communauté, de connaître nos droits, de connaître la loi. Et j'ai pas pu avoir mieux que Maître Yeboah. Donc, je vais laisser t'introduire en tant que de ton parcours, plus particulièrement, et les services que tu pourrais offrir à la communauté. Et ensuite, on va enchaîner avec l'entrevue. Je m'appelle Maître Kwadjo Damoy Yeboah. Je suis avocat. Ça fait au moins. Je suis avocat depuis, au fond, j'ai été assermenté cette année, mais ça fait depuis 2 ans, je travaille dans un cabinet d'avocats. Au fond, mon parcours, j'ai fait mon bac en droit à l'UQAM. Après ça, j'ai enchaîné avec un bac, ça s'appelle un programme de 2e cycle en Common Law à l'Université de Sherbrooke. Ouais. J'ai passé mon barreau, puis mais voilà, au fond, ma pratique est plus axée sur le droit criminel et pénal. C'est-à-dire n'importe quel, quand vous avez des problèmes avec la police, ça peut aller de voie de fait à introduction par infraction, fraude, tout ce qui est dans le code criminel, ainsi que le code de sécurité routière. Mais on ne s'arrête pas là parce que dans mon cabinet, j'ai aussi du monde qui travaille pour des choses du droit civil. Si jamais vous avez un problème, quelqu'un ne respecte pas un contrat que vous avez, quelqu'un vous doit de l'argent, vous avez un problème avec un voisin, tout ça, on se coupe de tout ça. Good to know. OK. Donc, si j'y vais actuellement avec l'introduction d'un policier quand il nous intercepte pendant qu'on conduit, sans vraiment donner le motif de l'intervention, quel serait ton conseil à nous donner face à cela? Comment qu'on devrait se comporter, agir, réagir et quoi faire par la suite? Présentement, au Québec, il y a un projet de loi qui est à l'étude qui empêche les policiers de faire les arrêts et demander des permis de conduire, ainsi de suite, aléatoires, mais elle n'a pas encore passé à l'Assemblée nationale. Alors, les policiers, ils peuvent, selon leur jugement raisonnable, d'arrêter un conducteur et lui demander de se faire une vérification. Cela dit, le policier peut juste parler au conducteur. Il ne peut pas parler aux autres passagers dans le véhicule, mais ils vont toujours s'essayer.
Mais le conducteur, il faut toujours obtempérer avec la police, leur donner les papiers, vos enregistrements, puis ainsi de suite, et obéir à ce qu'il va vous dire. S'il vous donne un ticket, vous avez 30 jours pour le contester, et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, le policier n'a aucun autre droit, à moins qu'il ait des motifs raisonnables de croire de vous mettre en arrestation ou quoi que ce soit. OK. Donc, je donne une mise en situation. Je conduis, un police clignote ses lumières, m'intercepte, Oui. vient me parler, me dit Madame, est-ce que vous êtes correct? Vous avez l'air perdu. Que faites-vous, dans le fond? Est-ce qu'il y a le droit de faire ce type d'intervention-là si j'ai rien du tout? Non, lui, il peut juste vérifier si votre permis est en règle, si vous avez payé vos frais d'immatriculation et ainsi de suite. Le reste, où vous allez, avec qui, quand vous êtes sorti de chez vous, c'est qui est assis à côté de vous, ainsi de suite, c'est pas de ses affaires. Rendu là, lui, son droit s'arrête là, de votre vérification du conducteur, pour s'assurer que vous avez le droit et vous êtes en règle de pouvoir conduire sur les routes du Québec. C'est tout. OK. Donc, s'il ne me demande pas mon permis de conduire, ni mon certificat d'immatriculation, puis mes papiers d'assurance, l'intervention de base était, est-ce qu'on peut considérer cela comme, je ne veux pas dire suspect, mais du profilage? Souvent, les policiers, je trouve, ils ont beaucoup de stéréotypes. Vous voyez? Ils ont un genre de stéréotype d'individu qu'ils doivent arrêter, ou il est suspect, ou il est. Je vous donne un exemple. Euh, Moi, ça fait longtemps, j'avais une Mercedes pendant un bout. Puis, moi, à chaque fois, je me fais arrêter, c'est permis de conduire, immatriculation, vous allez où, puis plusieurs questions. Un jour, j'ai prêté la même voiture à un ami blanc qui est parti quelque part. Puis le policier l'a vu, lui a juste dit, Monsieur, s'il vous plaît, circulez. Il lui a même pas demandé, bon, parce que mon ami était mal stationné. Le policier lui a même pas demandé ses enregistrements, rien. Il lui a juste dit, Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez genre se tasser de là? Quand il m'a raconté ça, tu sais, on a ri un peu. Mais je lui ai dit, moi, j'aurais jamais eu cette réaction de la police. Et la différence entre moi et lui, c'est que moi, je suis noir, lui, il est blanc. Message. Donc, quel article que tu pourrais nous donner? Je tutoyais, by the way, because I know Quadro, so I don't want people to say, oh, she's disrespectful, pourquoi tu ne le vois pas? Je le tutoie, donc il m'autorise de tutoyer, hein? Oui. Je dois te tutoyer. OK. Pas qu'on dit que je suis de mal élevée, là. OK. Donc, qu'est-ce qu'on devrait savoir comme article face à un policier suite à une vérification de routine? Au fond, le policier, lui, il connaît la loi. OK? Il suffit que vous aussi, vous savez où ses limites arrêtent. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit avant, il peut juste vérifier votre immatriculation, permis de conduire et assurance. Il ne peut pas outrepasser dans ce cadre, à moins que lui a des motifs raisonnables de croire que. Et s'il a des motifs raisonnables de croire autre chose que dans ce cadre-là, il est obligé de vous dire. Vous comprenez? Madame, je vous mets en état d'arrestation parce qu'il y a un mandat pour votre arrêt. Il est obligé, il ne peut pas juste choisir de vous dire sortez de la voiture, venez, non. Il vérifie, c'est ça le cadre de son travail. Si jamais, exemple, vous n'avez pas payé vos immatriculations, ainsi de suite, puis il veut remorquer votre voiture, il doit vous le dire aussi. Vous comprenez? Il doit vous dire tout avant de faire. Mais son cadre, son travail s'arrête à ces trois choses. Permis de conduire, immatriculation et assurance. Il ne peut même pas s'adresser aux autres passagers dans le véhicule. Mais entre vous et moi, ils vont toujours le faire et essayer. Mais c'est à nous à savoir nos droits et dire ne pas choisir de ne pas répondre. OK. Donc, juste pour éclaircir un point, on a l'SPVM ou n'importe quelle place où ça que vous êtes dans n'importe quelle ville, ils ont différents noms, mais ça reste le service policier. Oui. Qui est régi par la province en tant que telle, oui. Qui travaille pour l'État. Et il faut comprendre aussi la différence entre la Sûreté du Québec. Donc, la Sûreté du Québec patrouille sur les autoroutes. Okay? Pas seulement, il y a des villes
qui n'ont pas il y a des villes qui n'ont pas de service de police. Et c'est la Sûreté du Québec qui s'occupe, qui ont un contrat avec la ville pour s'occuper de la police. Je vous donne l'exemple de la ville de Vaudreuil. Vaudreuil, ils n'ont pas leur propre service de police, mais c'est la SQ qui patrouille. Ouais. Mais ils sont tous sujets aux mêmes lois. Ils sont sujets à la charte canadienne. Ils ne peuvent pas vous détenir arbitrairement. Ils ne peuvent pas, vous savez, ils sont quand même encadrés dans leur travail. Mais la police, ils savent très bien comment faire pour contourner un peu les règles. Vous voyez? Puis souvent, j'ai des clients où les policiers se sont présentés à la porte chez eux, puis sans mandat. Puis la mère répond à la porte. Puis là, il dit bonjour madame, comment allez-vous? Vous savez, nos mères, ils sont souvent polis, ils voient la police. Ils disent, oh, est-ce que vous nous permettez de rentrer? Bien sûr, la madame va ouvrir la porte. Là, il a accès à votre maison. Il est dans votre maison, sans mandat, quand il savait très bien qu'il n'avait pas le droit, mais puisque votre mère ou père lui a laissé la permission de rentrer, il n'a pas besoin du mandat. Vous comprenez un peu? Alors, eux autres, ils jouent un peu sur les mots et la loi pour souvent obtenir des choses qu'ils savaient qu'ils ne peuvent pas obtenir si ils suivaient la règle exactement. Donc là, c'est très important que vous sachiez que lorsqu'un policier se présente chez vous, il n'y a pas le droit de rentrer chez vous sans avoir un mandat, donc vous le parlez à l'extérieur. Oui. Et on a le droit de faire mention, arrivé à l'intervention primaire, que je vais en parler avec mon avocat, veuillez me donner votre carte, et ensuite, ils peuvent fermer la porte. Oui, non seulement il doit se présenter chez vous et vous montrer, s'il a un mandat, il doit vous le montrer. OK? Parce que le mandat va être écrit spécifiquement à qui il a une affaire dans la maison, qu'est-ce qu'il doit prendre, ne pas prendre, qui doit arrêter. Alors, vous devez lui demander. S'il n'a pas de mandat dans ses mains, il n'a pas ses... excuse-moi, mais vous pouvez quitter, vous reviendrez quand vous aurez un mandat. Donc, si, exemple, un huissier vient chez vous, oui. Parce que c'est le parallèle. Hein? Le huissier, c'est-à-dire c'est la cour municipale qui ordonne il ordonne un mandat ou quoi que ce soit, oui. Autre qu'avoir un policier qui va venir chez vous. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un huissier et un agent de la police qui vient chez vous? Ou un agent de la police? Le huissier de justice, c'est comme un messager de la cour. Au fond, lui, son travail, c'est de remettre des documents aux personnes, puis en même temps, noter qu'il a remis à quelle heure, à quelle personne, ainsi de suite. Parce qu'après ça, quand tu te trouves à la cour, tu ne vas pas pouvoir démentir que « Oh non, je n'ai jamais reçu ». Vous comprenez? Alors lui, c'est ça son travail. Il a le droit de venir chez vous et vous donner, mais il ne peut pas venir fouiller chez vous. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il faut qu'il demande à la ville? Non, il n'a pas ce pouvoir de venir fouiller chez vous. Avant de venir, parfois, je sais, il y en a qui viennent pour faire un inventaire de vos biens, pour voir ainsi de suite. Mais tout ça passe par le tribunal. Le tribunal va avoir émis une ordonnance qu'il va vous remettre. Puis, dans l'ordonnance, il va dire qu'il peut venir à telle heure vous voir, faire l'inventaire de vos biens si vous devez de l'argent à quelqu'un ou à la ville. OK. Non, c'est bon, on renseigne la communauté. I'm asking questions for people to learn. Je pose des questions pour que vous sachiez un peu quels sont vos droits, comment intervenir. Merci encore, Kwadwo, pour pouvoir nous éclaircir davantage. Et je vais aller avec ma prochaine question. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir avocat? Au fond, c'est plusieurs événements. Moi, j'ai grandi dans 2 quartiers, à Ville-Saint-Laurent et à Cartierville. Puis, à Cartierville, quand on était plus jeune, c'était un jeu de chat et la souris avec la police. Puis, à chaque fois, ils nous arrêtaient, menottaient, ils arrêtaient, fouiller. Et nous, on était jeunes, on ne sait pas qu'ils avaient pas le droit de faire ça. En grandissant, j'ai su qu'il y a beaucoup de choses que les policiers ont fait qu'ils n'étaient pas supposés de faire. Mais parce qu'on ne savait pas nos droits, on laissait ça faire comme on les laissait faire. Vous voyez? Puis là, au fond, j'ai un ami personnel de moi qui avait eu des fausses charges par la police. Des fausses charges, c'était complètement faux. Ils ont écrit un faux rapport.
ils ont fait, puis, tu sais, OK, il a été acquitté au final, mais j'ai tellement trouvé ça injuste qu'il devait dépenser son argent, prendre un avocat, ainsi de suite, pour se défendre face à des policiers que eux, ils sont tout puissants, vous comprenez? Puis lui, c'était comme un jeune qui n'avait rien fait du tout. Ils se sont assis, ils ont fabriqué un rapport, ils ont mis des accusations. Puis ça m'a vraiment, vraiment touché. Depuis ce jour-là, j'ai dit, moi, s'il y a quelque chose que je voudrais faire, c'est le travail d'avocat pour justement défendre des individus comme ça, qui eux, pas qu'ils sont sans défense, mais que au moins, ils vont pouvoir se défendre. Puis notre communauté, s'il y a un problème, c'est que l'accès à la justice est difficile parce que la justice n'est pas, c'est pas, comment on dit ça, c'est cher. C'est pas, ça coûte de l'argent. Les Noirs, souvent, quand on a un problème, on ne veut pas aller voir les avocats parce qu'on sait déjà qu'on va devoir payer. Alors moi, je me suis dit, bon, si je deviens avocat, au moins, je vais pouvoir aider les gens de la communauté, puis aussi, ils vont avoir plus accès à la justice, parce que moi, je ne suis pas nécessairement pour m'enrichir ou pour quoi que ce soit, c'est plutôt pour aider la communauté. Donc, on m'a posé cette question-là, je vais te la poser. C'est quoi la différence entre un avocat que tu vas prendre, exemple, qui te coûte 500 dollars versus un avocat que tu vas payer 15 000, 30 000 dollars pour défendre ton cas, mais c'est le même crime, la même situation. Je sais où ça, je m'en vais avec cette question-là, mais... Je sais où vous allez avec ça, c'est que on a tous suivi le même cours, on a tous suivi la même formation, on a tous plus ou moins été, il y a des avocats qui ont plus d'expérience, moins d'expérience. Le prix que l'avocat charge n'équivaut pas à sa compétence. Il y a des avocats qui vont vous charger 10 000, ça ne veut pas dire qu'il est moins bon que l'avocat qui va te charger 2 000 dollars. Vous comprenez? C'est plus, moi je trouve, c'est le travail que l'avocat est prêt à mettre. Est-ce qu'il est prêt à se battre avec toi jusqu'au bout? Est-ce qu'il est prêt à faire des concessions? Est-ce qu'il est là pour son client? Ça, je trouve, c'est plus important. Tu sais, moi, tout le temps, il y a du monde qui me raconte, hey, j'essaie d'appeler mon avocat au moins 4-5 fois, puis il ne m'a pas répondu, ainsi de suite. Mais écoute, tu sais, en tant qu'avocat, c'est un de notre code de déontologie nous dit d'être accessible au client. Ton client n'a pas besoin de t'appeler 3-4 fois avant de répondre au téléphone. Vous voyez? Au moins, retourner l'appel. Et c'est juste ça. Mais pour revenir à ta question, pour moi, l'avocat qui charge 20 000 ou l'autre qui charge 10 000, c'est toute une question de compétence à la fin de la journée. Ce n'est pas parce qu'il vous charge plus cher qu'il est meilleur que l'autre qui charge moins cher. Il y a même des avocats d'aide juridique qui sont très compétents. J'en connais qui sont très, très compétents. Puis il y a des avocats qui ont un certain âge d'expérience que parfois tu vas te poser des questions. Mais sur tout ça, on a tous fait les mêmes études, puis c'est chacun son prix, vous voyez? Donc, est-ce que tu peux nous confirmer si c'est une rumeur, est-ce que c'est une vérité ou une réalité? Le succès de la carrière d'un avocat dépend de ses contacts à l'interne. Vrai ou faux? Non, du tout, du tout, du tout, du tout. Ici, là, du tout. Et ça, je peux vous le dire, il n'y a pas de contact avec le juge, non. Le tribunal est vraiment séparé de manière que il n'y a pas cette idée sur la rue que oh, l'avocat connaît telle personne qui connaît. Non, 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 non. Ça, je suis prêt à vous dire que les gens qui travaillent au tribunal sont vraiment intègres. Moi, depuis que je suis là, ils ont tout le temps été corrects. Les juges sont corrects. Les autres avocats sont corrects. C'est un domaine où chacun fait son travail et essaie de faire mieux que pour leurs clients. Mais est-ce qu'il y a des bons et des pourris dans toutes les sphères de la société? Oui. Alors, c'est sûr que dans notre domaine aussi, il y a des bons et des pourris. Ça se trouve partout. C'est comme les médecins, il y a des bons et des mauvais. On ne peut pas tous, mais pour dire qu'il y a c'est les contacts intérieurs ici et ça, non, je dirais que c'est faux. C'est archi faux. OK. Donc, Maître Yeboah, ma question pour toi sur l'importance de remettre une mise en demeure à une personne concernée.
explique-nous, est-ce que la mise en demeure, c'est une première étape pour aller à la cour devant un juge ou devant le tribunal, ou c'est plutôt une pression, genre, pour Non. intervenir à quelque chose ou avoir une entente concluante? Quand quand il s'agit de mise en demeure, il y a plusieurs situations. Il y a quelque chose en droit qui s'appelle des mises en demeure de plein droit, que tu n'as même pas besoin d'envoyer de mise en demeure à ces personnes-là. Exemple, si quelqu'un vous doit de l'argent, puis il vous dit plein et il vous dit, vous lui avez demandé votre argent plusieurs fois, puis il te dit non, je ne te paye pas. Vous n'avez pas besoin de lui envoyer de mise en demeure. Vous êtes en demeure de plein droit parce qu'il vient de te dire qu'il ne va pas vous payer. Pourquoi lui envoyer une mise en demeure? Mais c'est toujours bien de lui envoyer une mise en demeure afin que le tribunal sache que vous avez essayé. Vous comprenez? Si les écrits restent, les paroles s'envolent. Vous n'allez pas pouvoir après dire au tribunal, oui, je lui ai dit, mais vous comprenez? Mais si c'est écrit, c'est autre chose. Mais il y a d'autres cas aussi que vous devez envoyer des mises en demeure aux personnes parce qu'ils ne sont pas en demeure de plein droit. Et ça veut dire, exemple, si les dossiers de vices cachés, par exemple, OK, le temps, vous découvrez qu'il y a quelque chose, mais la loi exige que vous envoyez un avis qui équivaut à peu près à une mise en demeure à la personne qui vous a vendu pour lui faire part de qu'est-ce qui se passe, les défauts de la maison et lui donner le temps de réparer. Puis ensuite, s'il refuse tout ça, vous pouvez l'amener au tribunal. Mais si vous l'amenez tout de suite au tribunal sans cet avis-là, vous n'allez probablement pas être écouté parce que le juge va dire est-ce que vous lui avez avisé avant? Vous comprenez? Alors, c'est vraiment pas une pression. Moi, souvent, quand les gens viennent me voir, je leur dis oui, il faut envoyer des mises en demeure et s'assurer que la personne l'a reçu. Ça, c'est le plus important, qu'il a reçu le document. Donc, lorsque, exemple, je retourne dans un sujet là qu'on était plus tôt, que tu vas pouvoir élaborer sur ton expérience que tu as vécue plus tôt, il y a quelques jours. Lorsque un policier te menotte, puis te dit vous avez le droit de garder le silence jusqu'à nanana, on garde le silence. C'est notre premier droit et devoir de citoyen lorsqu'on arrive pour appeler notre avocat. Dis-nous comment ça fonctionne. Combien ça pourrait coûter au moment de l'appel, au moment que l'avocat se présente dans la prison ou que la personne est détenue en question. Parce que c'est les questions souvent que j'ai pu voir sur plusieurs plateformes, puis je me suis dit, bon, tu vas pouvoir nous éclaircir là-dessus. Le prix, je doute bien, est déterminé selon l'avocat. Est-ce qu'il y a un prix fixe, comme exemple, n'importe quelle personne qui fait partie d'un ordre, il y a un prix fixe que tu peux trouver dans les livres ou tu peux trouver dans des sites. Élabore-nous là-dessus, si tu veux éclaircir notre point de vue. Là. Quand on vous met en état d'arrestation, il y a deux choses que le policier doit faire, c'est de vous dire vos droits. Voulant dire, vous avez le droit de garder au silence, droit à l'avocat. OK? Ça, c'est vos droits constitutionnels. Le droit à l'avocat veut dire qu'au moment opportun, il doit vous laisser parler à un avocat. Et aussi, il vous lit vos droits. OK? Mm-hmm. Bon, quand vous arrivez à appeler votre avocat, c'est entre vous et votre avocat la relation. Vous comprenez? Alors, le montant, il y a des avocats qui chargent des montants forfaitaires, il y en a qui chargent à l'heure, il y en a qui chargent au travail, il y en a qui vont vous charger parce que quand ils viennent à votre comparution, le premier jour, si vous êtes détenu, il va vous charger pour ça. Il y a des avocats qui ne chargent pas pour l'appel. Moi, personnellement, je ne charge jamais pour au moins 1 heure. Je ne vais pas vous charger pour avoir une conversation. Mais il y a des avocats qui vont le faire. Vous comprenez? Ils vous chargent par appel. Mais ça dépend vraiment le prix, et ainsi de suite. Mais l'important que je peux dire à vos clients, c'est que les policiers ils vont vous dire vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous allez dire pourrait être tenu contre vous. Moi, je vous le dis et je vais conjuguer le verbe d'une autre manière. Tout ce que vous allez dire va être utilisé contre vous. Alors, il faut vraiment faire attention de garder le silence. De vraiment, vraiment garder le silence, de jamais, jamais, jamais parler à la police. Jamais. Il ne faut même pas leur parler, même si vous essayez si vous êtes en état d'arrestation, essayez pas de vous justifier, essayez pas
expliquez votre version des choses. Ce n'est pas le moment de le faire. Vous gardez le silence à tout moment. Et parce que, écoutez, s'ils vont vous relâcher, ils vont vous relâcher. S'ils ne vont pas vous relâcher, même si vous donnez votre version des choses, ils ne vont pas vous relâcher. La plupart du temps, leur idée est déjà faite. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas parler à eux du tout. Ça, c'est mon conseil. Il ne faut pas parler à la police une fois que vous êtes en état d'arrestation. Avant l'arrestation, oui, vous devez les parler pour vous identifier, votre nom, puis ainsi de suite. Oui, vous devez les parler. Mais une fois qu'ils vous mettent en état d'arrestation, c'est silence radio et ne parlez pas. Donc, exemple, on va dire, ils prennent tes informations, ils rentrent ça dans leur système, puis ils voient une photo de famille. C'est un terme, je ne sais pas si tu connais, mais oui. Tu comprends? Donc, ils voient ton profil, OK? Est-ce que c'est une raison pourquoi qu'ils pourraient agir différemment? Mais au fond, ils voient ton profil, ils savent si tu as déjà, quand la police tape ton nom dans leur système, ils savent si tu as un casier judiciaire, tu as déjà eu des démêlés avec la justice, quel genre de démêlés tu as eu, puis ainsi de suite. Mais là, est-ce qu'ils vont agir différemment? Je doute. C'est sûr si tu as des antécédents judiciaires, puis là maintenant tu es arrêté pour un autre crime, ça peut compliquer qu'ils te relâchent. OK? Mais tout dépendamment même du crime que tu as commis, est-ce que tu as des conditions? Est-ce que tu es dehors? Tout dépend vraiment de la situation de la personne en tant que telle. C'est vraiment au cas par cas. OK. Donc, tu as mentionné que si nos parents ou un membre de la famille ouvre la porte et laisse les policiers rentrer, OK? Oui. Je donne une mise en situation. Si la police arrive, frappe la porte, police, boum, pète. Aucun papier donné. Tu es en sursaut sur ton lit, ou tout dépendant où tu es dans la maison, à quelle heure qu'ils font leur intervention. Comme une situation qui est arrivée à Laval avec un homme qui était grec, qui a pris son arme et a tiré sur le policier. Oui. On a dit que c'était une légitime défense. Nous, en tant que Noirs, si on fait cela, si notre arme n'est pas enregistrée, exemple, est-ce que c'est déclaré légitime défense? Je connais un peu le cas du monsieur que tu es en train de faire mention. Faire mention. Lui, c'était un peu différent son cas, parce que, au fond, les policiers sont rentrés puis ne se sont pas identifiés. Et il y a eu beaucoup de vols dans son quartier, et lui pensait que c'était des voleurs qui venaient chez lui. Alors, il a tiré à travers la porte de sa chambre. Puis, malheureusement, il a atteint les policiers. Vous comprenez? Alors, lui, il avait un genre pas une excuse, mais il avait une défense. OK? Mais il a quand même été accusé puis trouvé coupable d'avoir eu une arme à feu chez lui. Chez lui, il a quand même été trouvé coupable de ça. Mais pour revenir à ta question, pour qu'un policier vienne chez toi, casser la porte, la minute qu'il casse la porte et tout, il va s'annoncer policier. Ils ont un mandat pour quelle personne, puis ils vont procéder, ils vont vous le dire. C'est souvent, ils le font parce que s'ils viennent casser la porte sur vous sans mandat, tout ça, tout ce qu'ils trouvent ne peut pas être admis à la cour. C'est obtenu illégalement. Alors, ils ne vont jamais prendre ce risque-là. Vous comprenez? Puis c'est complètement, ça c'est violation de domicile. Complètement, je trouverais ça ridicule que des policiers viennent casser la porte de chez quelqu'un, et ainsi de suite, sans un mandat. C'est rare, très rare. C'est quelque chose qui serait très rare parce qu'ils savent que tout ce qu'ils trouvent, ils ne pourraient pas l'amener devant le tribunal. Est-ce qu'il y a un délai pour faire une poursuite contre la fraternité des policiers ou contre la déontologie policière? C'est exemple un événement qui s'est passé il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans de ça. À la déontologie policière, si je ne me trompe pas, c'est 1 an. Non, c'est 6 mois. Et au droit de la personne, ça serait 1 an, si je ne me trompe pas. Mais je ne suis pas 100%. Mais les délais sont très courts. Alors, il faut que les gens, à la minute que vous sentez que votre droit a été brimé, et souvent, c'est ça que je me dis, le problème qu'on a, ce que les policiers ont tellement fait au courant des années, mais nous, on ne portait jamais plainte.
on laissait ça comme ça. Puis eux autres, tu sais, ils savaient là, rien ne va les arriver. Alors ils continuaient, ils continuaient. Mais là, c'est comme rendu un peu, comment je peux dire ça, ridicule. C'est devenu trop. Je ne sais pas si les pouvoirs qu'on les a donnés pour la pandémie a fait en sorte que ils ont une certaine, ils ont pris plus d'arrogance face aux citoyens. J'ai aucune idée. Ma situation personnelle, comme je t'ai dit, j'étais choqué. Alors, euh, j'étais vraiment choqué de tout ça parce que quand même, tu sais, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas été intercepté par la police. Alors, c'est comme si, pas que j'étais déconnecté de ce qui est arrivé dans le passé, mais parce que ça ne m'était pas arrivé, ça faisait un bout de temps. Alors, j'étais vraiment choqué qu'encore aujourd'hui, ils utilisent ce genre de traitement au noir, puis ce genre de profilage. Puis, qu'est-ce qui m'étonne le plus, c'est des policiers jeunes. C'est même pas des vieux. Est-ce que tu penses qu'on devrait intervenir au niveau de l'institution policière, comme où qui font la formation à Nicolet, par exemple, de déposer une requête ou une plainte, de changer leur manière d'enseigner? Parce que de base, et en fait, mes études en criminologie, je ne suis pas encore diplômée, là. J'ai lu des livres en pénologie, au niveau pénal et aussi au niveau criminel. Et je te mentirais pas que dans les cours qu'on a pu avoir, en majorité, oui, il y a les stéréotypes et les préjugés. Donc, si on nous apprend ça à l'université, de l'accepter, j'imagine même pas qu'est-ce qu'ils enseignent aux policiers et comment agir en société. Moi, je dirais que c'est une question. Les policiers, il y a deux problèmes que je vois ici. Premièrement, c'est leur formation. OK? Ils doivent leur dire, c'est pas tous les Noirs qui sont comme ci, c'est pas, ça débute avec la formation. Et on doit leur donner une ligne claire à quel moment qu'ils interceptent une voiture, puis ainsi de suite. OK? Mais l'autre problème qui existe, c'est que souvent, les policiers qui patrouillent les routes de Montréal ne viennent pas de Montréal. Ils viennent de la région, ils viennent du Bas-Saint-Laurent, ils viennent de Rimouski, alors ils ne connaissent pas le dynamisme de Montréal. Eux autres, peut-être, c'est probablement la première fois qu'ils arrivent à Montréal qu'ils voient des Noirs. Tout ce qu'ils ont vu des Noirs, c'est qu'est-ce qu'ils voient à la télé. Puis entre vous et moi, l'image des Noirs à la télé québécoise n'est pas reluisante. Vous comprenez? Alors, ils viennent ici patrouiller les rues de Montréal avec ces préjugés-là, déjà en tête. OK? Je vais te raconter une anecdote, puis tu vas comprendre un peu parfois. Quand je m'inscrivais pour l'école du barreau, et je suis allé en face de l'école du barreau qui n'est pas trop loin du palais de justice, il y a un stationnement. Alors moi, encore une fois, dans ma Mercedes, je rentre dans le parking. Derrière moi vient une personne en Jetta. Je suis avec mon ami blanc aussi qui s'en va amener ses documents pour son inscription au barreau. Alors moi, je sors du côté conducteur et mon ami sort du côté passager. On est dans un stationnement payant. Là, le gars de la Jetta est en arrière de moi. Il me voit, puis il me dit, monsieur, est-ce que je vous laisse mes clés ici ou je vous attends dans la cabine? Lui, vous comprenez un peu? Lui, là, dans sa tête, c'est un valet. Je suis le valet. So, mon ami blanc me dit, mais tu vas rien lui dire? Je dis non, je vais lui laisser dans son ignorance, tu vois? On marche, crois-le ou non, cet individu allait amener ses documents aussi au barreau. Là, je me suis posé la question, ce gars-là a déjà des idées préconçues à propos des Noirs. Sans même savoir quoi que ce soit, il a déjà jugé que j'étais le valet de ce stationnement-là. Quand c'était même pas moi, je m'en allais amener mes documents. So, imagine si lui, on lui amène dans une position où il doit patrouiller les rues de Montréal. Tu comprends un peu mon analogie? Ouais. Quand il va voir un noir au volant d'une Mercedes, c'est sûr qu'il va l'intercepter parce qu'il a déjà des idées préconçues. Il ne connaît pas la dynamique de Montréal, que ça se fait
tu sais, il ne sait pas, là, il n'a jamais vu des Noirs au volant de voitures de luxe. Ça ne veut pas dire, de nos jours, là, les voitures de luxe, tu as un bon crédit, tu peux aller t'en acheter. Il faut pas, c'est pas la fin du monde, c'est pas comme avant, tu comprends? Mais les gens voient encore ça comme si tu conduis une voiture de luxe, tu es un noir, tu dois être en train de faire quelque chose de mal. C'est l'addition qu'ils font, tu comprends? Puis c'est cette éducation-là qu'il faut vraiment donner aux policiers. Cette éducation-là, depuis leur formation, qu'on doit leur donner que non, c'est pas comme ça. Tu vois? Donc, on devrait avoir des enseignants racisés qui donnent la formation comme un cours sur la réalité raciale. Parce que Oui, sinon, si c'est ça juste peut être, des... ça peut pas, c'est pas obligé d'être des enseignants de racisés, ça peut être des blancs aussi. On va s'entendre, c'est pas tous les blancs qui sont pas corrects, il y en a qui sont très corrects, au contraire. Moi, depuis mon incident, j'ai reçu plein de messages de soutien de d'autres avocats, des blancs qui sont outrés. Euh, il ne faut pas les mettre tous dans le même bateau, mais à ceux qui travaillent à la police, j'aimerais ne pas les mettre tous dans le même bateau. Sauf que dans mon incident, ils étaient 6. Et il n'y en a pas eu un seul dans les 6 qui a pu dire qu'est-ce qu'on fait n'est pas correct. Vous voyez? Alors, d'un côté, j'ai envie de dire que tous les policiers ne sont pas mauvais, mais avec qu'est-ce que j'ai subi, j'ai pas le choix parce qu'ils étaient 6, même pas un seul sur les 6 a pu dire non, vous savez, qu'est-ce qu'on fait? Sa fille est là, on ne devrait pas faire ça. Aucun. Moi, je vais t'expliquer une situation qui m'est arrivée quand j'étais jeune. OK? J'en ai parlé vaguement sur un épisode. Puis, ça vient me chercher parce que ta fille a vécu une situation puis qui est un peu similaire à ce que moi j'ai vécu aussi, mais un peu plus, je trouve ça un peu plus grave. OK? J'étais jeune, je sortais de l'école, je rentre à la maison, ma famille est là, je dépose mon sac comme un enfant qui est dans la maison. Là, c'est le temps de faire mes devoirs avant le souper. Puis, le temps que je dépose mon sac dans ma chambre, puis je sors de la chambre, des policiers sont rentrés dans la maison. Ils ont frappé la porte et un homme a braqué son arme sur moi. J'avais juste 10 ans. Un policier. Je suis restée comme ça. J'avais, je pense, un yogourt dans mes mains. Le yogourt est tombé. C'est normal, j'ai eu un choc. Le policier avait le choix de me tirer à cet âge-là. Là. Il était dans le droit, apparemment, de rentrer dans les lieux malgré qu'il n'a pas fait ce que tu as mentionné plus tôt. Puis je suis restée comme ça. Puis j'ai dit comme, ça fait zéro sens, qu'est-ce que je suis en train de vivre, tu comprends? Pour moi, ça fait zéro sens. Puis, lorsque ta fille me fait part de ta fille, elle a vu ça, j'imagine même pas le traumatisme qu'elle a dû vivre. Puis moi, depuis un jeune âge, j'ai toujours voulu être une enquêteur, détective, être dans le domaine criminel, donc avocate. Ça a toujours été une passion chez moi. Mais à cause des traumatismes que j'ai dû vivre à un jeune âge, ça m'a poussé plus vers la psychologie. Et après, je suis tombée dans la comptabilité à cause de mon père avait des commerces, donc compter de l'argent, gérer les comptes et tout. Fait que ta fille, là, en tant qu'avocat actuellement, quel message pourrais-tu donner en tant que père, en tant qu'avocat, en tant que ayant assisté au peut-être un des premiers traumatismes de ta fille? Au fond, ma fille a 15 ans, puis je suis conscient que dans quelques années, elle va conduire. Tu vois? Alors, au fond, puis c'est vrai, c'est probablement sa première interaction avec la police. Et ce n'était pas trop joyeux pour elle. Non. Au contraire, elle pleurait, hurlait dans la voiture, elle appelait sa mère. Tu sais, à la fin, tout ce que je peux lui dire, c'est que si jamais ce genre de situation se produit, il faut toujours qu'elle garde son calme. Tu vois? Il faut toujours qu'elle garde son calme face aux policiers. Peu importe la situation, on va régler la situation après. Pas à ce moment-là aller dans une chicane, dispute avec le policier, mais de garder son sang-froid et après, on va régler la situation. Mais elle, comme
aussi, je lui ai parlé, je lui ai fait comprendre que c'est pas à chaque fois que je sors que c'est comme ça, que je veux pas non plus qu'elle elle commence à aller sur tous les réseaux sociaux, puis commencer à crier F la police, puis ainsi de suite. Tu vois un peu, ce je lui ai parlé, c'est pas ça, c'est ceux-là qui sont comme ça. Vous voyez un peu? Parce que je veux qu'elle même forge sa propre personnalité, sa propre relation peut-être avec les autorités policières par rapport à ça. Mais je veux pas non plus qu'elle traîne une haine en elle contre la police, puis ainsi de suite, du tout. Donc, ma prochaine question, face à ce que tu viens de dire, tu as une fille, tu as des enfants, tu es un homme marié. Quel conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui vont regarder cet épisode-là en tant que tel sur être un homme noir, avocat, ayant eu plusieurs parcours de vie, qui l'a cheminé à dire, hey, moi maintenant je veux être une personne de droit et de loi pour servir ma communauté. Est-ce que tu pourrais confirmer que c'est important dès un très jeune âge d'avoir un bon entourage? Euh, on vit chacun différentes expériences, OK, dans la vie en grandissant. Moi j'étais à l'école, j'étais en dehors de l'école pour une période de 10 ans. Puis là, je suis retourné à l'école. S'il y a une chose que je peux dire aux gens, c'est que l'éducation n'est pas une course. L'éducation, c'est pas une course, c'est pas le premier arrivé. Non, chacun va à leur temps, OK? Mais qui est dommage, c'est que beaucoup de gens dans notre communauté, ils veulent avoir leur propre entreprise. Je veux ci, je veux pas travailler pour personne, mais ils ne font rien pour arriver à ça. Exemple, moi, je suis avocat, mais je travaille pour personne. Je travaille pour moi-même. Mais j'ai une profession. J'ai été à l'école et, pour étudier. Vous comprenez? Je dis pas les études et tout est pour tout le monde. Mais peu importe qu'est-ce que tu veux faire, la minute que tu dois avoir le papier pour que tu sois légitimé. Quand je parle de ça, ça veut dire que tu peux être le gars le plus intelligent, le plus beau, le plus... Tant que tu n'as pas un papier pour confirmer que qu'est-ce que tu dis est vrai, personne ne va t'écouter. Et c'est... Quand tu rencontres quelqu'un, là, la première chose, c'est ton nom. La chose, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pour que la personne te juge comment il va être avec toi. Vous voyez un peu? Et c'est là l'important que je dis, oui, tu peux être un barbershop, tu peux ouvrir un barbershop, OK? Mais as-tu le diplôme qui va avec? Ça existe. As-tu si tu veux prendre ton barbershop à un autre niveau, as-tu plan d'affaires qui va avec? Tu comprends? C'est cette éducation-là que je trouve qui manque dans notre communauté. Puis moi, oui, j'étais à l'école, j'étais plus vieux que les autres étudiants, euh, mais j'avais un plan de vie, j'avais un plan. Que peu importe qu'est-ce qui arrive, c'est ça que je veux faire. Hmm. Il suffit d'avoir un plan. Et croyez-moi, hein, c'est pas, on va vous dire toutes sortes de choses. Non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu es trop vieux. Quand j'ai commencé à aller à l'école, j'ai des propres amis qui m'ont dit, oui, oui, tu vas arrêter après la première session. J'avais un plan et un but dans la vie. Il suffit d'avoir un plan et suivre son plan. Donc, avoir un plan, suivre son plan, être bien entouré de personnes qui te découragent pas. Ça, c'est Oui, qui important, veulent je ton trouve. bien, des gens qui veulent ton bien. Puis, tu sais, notre communauté, on est très un peu axé sur le négatif. Voilà, quand je veux dire ça, c'est que quand ça va mal, on vient tous ensemble. Quand ça va bien, on trouve à critiquer l'individu. Vous voyez un peu? Mais Ouais. ça doit être le contraire. On doit supporter la personne quand ça va bien et le critiquer quand ça va mal. Parce que c'est là que ça va pousser la personne à aller plus loin quand ça va bien. Tu vois? Moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu. Tu sais, moi, je suis là, mon téléphone si quelqu'un
veut savoir comment devenir avocat, je vais lui dire le chemin que moi j'ai pris. C'était un chemin un peu pas orthodoxe, mais c'est la fin que tu comprends qui est bon, pas la manière que j'ai fait pour y arriver. Vous voyez, quand moi j'ai commencé, quand j'ai eu l'idée d'être avocat, je n'avais pas fini mon cégep. Tu vois, je n'avais pas fini mon cégep. Je, je- je voulais devenir avocat. J'ai étudié toutes les universités à Montréal, Ottawa, Sherbrooke. C'est quoi qu'ils demandaient pour rentrer dans leur programme. J'ai choisi celui qui, qui était bon pour moi. Tu vois un peu? Tu sais, j'avais appliqué à l'Université de Montréal et tout ça. J'ai choisi l'UQAM parce que ça permettait de faire le bac en droit à temps partiel. Parce que ça faisait 10 ans que j'étais hors de l'école. Je ne pouvais pas prendre des cours à temps plein tout de suite. Il fallait que je me remette un peu dans le beat de l'éducation. Alors, au début, je n'ai pas pris 5 cours. J'apprenais 3. Ma première session, 3 pour me remettre dans le beat. Puis après ma première année, j'ai pris des cours au complet pour finir. Alors, chacun son chemin, chacun, mais l'important, c'est d'avoir un plan et d'y suivre. OK. Donc, pour clôturer notre entrevue d'aujourd'hui, notre épisode d'aujourd'hui, quel serait ton conseil que tu donnerais aux personnes qui sont des personnages publics ou qui aimeraient devenir un personnage public face à les insultes, aux menaces qui pourraient être ciblées sur les sites? OK? On ne va pas se cacher. Est-ce que tu nous conseillerais d'avoir un avocat à la portée de la main pour nous présenter en cas de cause? Écoutez, je dis tout à tout le monde que tu fais du bien ou tu fais du mal, on va toujours mal parler de toi. OK? On va toujours surtout quand tu es un personnage public, comment je peux dire ça? C'est comme si tu donnes ta vie aux gens. Les gens vont commencer à scruter ta vie. Ils vont commencer à savoir tout. Ils vont parler de toi sur les réseaux sociaux. Mais selon moi, il y a une limite. Quand ça devient, si tu n'aimes pas le contenu de ma plateforme, tu as le choix de ne pas regarder, te désabonner ou personne t'oblige. Mais quand les attaques deviennent personnelles, là, oui, il faut avoir les tribunaux. Quand ça devient personnel, OK? Et quand ça devient personnel, oui, vous pouvez poursuivre les personnes pour diffamation, parce qu'on est dans une société où on ne peut pas aller insulter tout le monde, n'importe qui sur les tribunes, n'importe comment qu'on veut. Il y a des lois émises pour ça. Vous comprenez? Mais les gens qui veulent montrer du public où ils ont quelque chose à dire, j'ai rien contre ça. Il ne faut pas avoir peur. Il faut faire que ce que tu as dans le cœur, si c'est ça que tu veux faire, parce que tu ne sais pas, peut-être la parole que tu vas prononcer quelque part va aider ton prochain. Vous comprenez? Je ne pense pas que les gens qui sont dans le public sont là pour nuire. Au contraire, ils sont là peut-être pour renseigner, pour que les gens apprennent quelque chose. Ça ne serait-ce que ma conversation avec toi fait en sorte qu'une personne demain matin se rend à l'université, je serai content. Tu vois? Mais c'est pour ça que je parle de mon histoire, puis je suis sur les tribunes, pas pour être populaire ou quoi que ce soit, mais pour faire comprendre aux gens que tout est possible. Tout est possible dans ce pays-là, même avec les obstacles que nous avons en tant que personnes noires. Message. Wow. Je suis vraiment fière de qui tu es devenu, Kwadwo. Moi, quand je t'ai connu, tu étais un gars comme... Tu étais très rigoureux. OK? Ça, là, je ne peux pas mentir, rigoureux. Et tu étais ponctuel. You know, us, punctuality is not a thing. Yeah. Ponctuel, malgré que tu n'étais pas encore avocat, là. Fait que déjà là, c'est une qualité chez toi. Puis je pense que plusieurs personnes, surtout quand moi j'ai vu ta photo sur Facebook, là, que tu es devenu avocat, ça a secoué beaucoup de gens. Ton silence a vraiment fait parler les gens de persévérer, d'être motivé. Je sais que ta mère veille sur toi beaucoup. Elle t'a guidé dans tout ce que tu as fait et tu as une femme aussi
qui est forte, parce qu'on dit derrière un homme puissant, il y a une femme forte. Oui, Donc, elle m'aide beaucoup. c'est un message des hommes qu'on pourrait donner. Choisissez bien votre femme, respectez la femme. Oui, Puis, parce elle fait partie de votre succès. oui, mais ça, je peux pas démentir qu'elle m'a aidé beaucoup. Elle m'a même aidé beaucoup en tant que personne, tu vois, un peu, en tant que qui je suis aujourd'hui. Tu sais, ma femme, elle est un peu plus discrète. Moi, j'étais plus dehors, out, dans le Montréal, tu le sais déjà. Puis, c'est comme une des premières personnes que j'ai connues qui était gentille, juste comme ça. Elle était gentille, juste gratuitement, d'une gentillesse, sans vouloir rien en retour, quoi. Tu vois? Puis ça m'a vraiment choqué parce que de où je venais, tu sais, les gens, s'ils étaient gentils avec toi, parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de toi, tu vois un peu? Et puis je n'étais pas habitué à que quelqu'un soit gentil avec toi gratuitement, comme j'étais choqué vraiment de sa gentillesse. Puis oui, je ne vais pas te mentir que elle m'a aidé beaucoup. Message. Sur ce, merci. Vous pouvez contacter Maître Yeboah. Là, c'est un message j'envoie à ma communauté. C'est un homme du Ghana. So, je passe le message africain ou haïtien ou homme des Antilles, personne des Antilles ou des îles. C'est plus une question de savoir où le bateau nous a largués, c'est plus une question d'être solidaire, d'être ensemble. Et je vous suggère de contacter Maître Yeboah. Est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées s'il y aurait des personnes qui seraient intéressées de t'avoir comme avocat et comment ça fonctionne, les heures qu'on peut t'appeler parce que tu es un homme occupé? Moi, mon cellulaire est toujours ouvert, même si vous m'appelez ou textez. Si je ne vous réponds pas tout de suite, je vais quand même trouver le temps pour vous répondre. On peut me contacter au 514-623-1529. 514-623-1529. OK, parfait. Ben, merci pour ton temps, Maître Yeboah. Poursuis Merci, il n'y a pas de quoi. tout ce que tu fais. J'espère que les retombées vont être très concluantes à motiver la communauté. Merci à toi. Merci à toi pour m'avoir reçu à ton podcast. Merci. Merci. The Pearls of Candice Fuego. The Pearls of Candice Fuego.